L'Ener Cordier, une société fondée en 1954, société vraiment familiale puisque c'est ma grand-mère qui est la fondatrice, mes parents ont pris le relais et moi j'ai rejoint le projet d'entreprise en 86, donc une entreprise pérenne par son histoire et je l'espère pérenne par son avenir puisque mes deux enfants sont venus rejoindre l'entreprise, ma fille il y a 4 ans et mon fils juste après la première crise Covid. C'est important parce que cette histoire familiale repose aussi beaucoup sur de l'affect. Il y a énormément d'affect dans une entreprise industrielle et de 95 personnes aujourd'hui. Entreprise qui a su résister à la mondialisation quand même parce que c'est une longue histoire et on a été très bousculé par tout ce qui a touché à la mondialisation et en particulier ces 15 dernières années. J'ai envie de dire que la mondialisation a rendu la mode très irresponsable et aujourd'hui, ça a été dit à l'instant, d'une certaine façon, il faut la rendre plus responsable. Et la rendre plus responsable, c'est lui donner plus de sens, répondre aux attentes des consommateurs d'aujourd'hui qui ne veulent plus consommer uniquement, ils veulent savoir d'où viennent les choses, ils veulent de la traçabilité, ils veulent du sens. Néanmoins, il faut toujours de la désirabilité parce que pour moi, le premier critère de consommation, c'est la désirabilité et donc associer les métiers de la création aux métiers de l'industrie. Et la particularité de mon entreprise, en tout cas c'est une particularité aujourd'hui, c'était assez basique à l'époque, nous avons su maintenir tout l'écosystème de la mode au sein d'un même lieu qui se trouve dans le nord de la France. Je veux dire par là qu'on a gardé les métiers de création, de patronage, modélisme, couturière, logistique, achat, ordonnancement, lancement, tout un écosystème qui est verticalisé, qui nous permet véritablement d'être agile aujourd'hui dans cette période, jusqu'à la digitalisation, puisque aujourd'hui un pôle digital est venu, c'est adossé à l'entreprise, et nous pilotons 4 sites de vente en ligne, plus un en B2C et un site B2B. Voilà, aujourd'hui, que fait notre entreprise depuis des années? Tout simplement, elle essaie de s'adapter aux attentes du marché. Nos clients, c'est énormément de marques blanches, puisque sur 15 millions d'euros de chiffre d'affaires, 70% est consacré à de la marque blanche, soit en accompagnant nos clients sur des métiers, sur la créativité, la conception et la fabrication, soit uniquement sur des prestations de services type sous-traitance. Voilà, donc, et en s'adaptant à l'époque actuelle, c'est-à-dire en restant sur un modèle économique, ou en tout cas une supply chain qui reste 100% en Europe, puisqu'on a bien sûr notre outil français qui est la préoccupation depuis 2 ans pour nous, puisque c'est là où il se passe vraiment beaucoup de choses en ce moment, mais aussi un outil de production en Europe de l'Est, en Ukraine en particulier, où nous avons 250 salariés là-bas depuis maintenant une dizaine d'années. Nous avons commencé cette aventure avec l'Ukraine il y a maintenant 30 ans, avec un outil qui s'est développé et qui permet de répondre aussi aux attentes des grandes enseignes qui nous accompagnent, puisque certes, le Made in France a beaucoup de vertus et j'y adhère totalement et je souhaite véritablement, quand on a l'histoire qu'on a, de vouloir faire revivre notre outil industriel. Néanmoins, l'économie du vêtement, l'économie de la consommation ne permet pas une relocalisation du jour au lendemain de toutes les activités, ne serait-ce que parce que il y a une problématique au niveau des savoir-faire. Aujourd'hui, recruter dans l'industrie, c'est accepter de passer du temps à former. C'est un métier qui a perdu pratiquement 2 générations de savoir-faire, et ce qui fait qu'on est confronté non pas à des problèmes d'attention, voire même les clients se tournent vers nous pour aujourd'hui redéployer du Made in France, mais tout simplement d'adapter notre capacité de production comment dirais-je, aux besoins. Nous avons d'ailleurs récemment monté une école de formation. Alors j'appelle école, c'est peut-être un peu pompeux, mais tout simplement une AFPR, c'est une aide formation pour le retour à l'emploi avec Pôle emploi. C'est une dizaine de personnes 8 personnes qui sont venues rejoindre notre entreprise en septembre, et dont 5 ont été transformées en contrat à durée indéterminée la semaine dernière. Donc depuis la crise Covid, qui a été un moment fort de la vie de notre entreprise, nous avons embauché 20% de notre masse salariale, 20% de masse salariale supplémentaire, 80% dans les métiers de la fabrication, véritablement la couture, 20% dans les métiers du digital, justement pour accompagner ce mouvement. Alors, le Made in France aujourd'hui, c'est quelque chose qui occupe j'allais dire toutes nos réflexions, tous nos instants, toute notre stratégie. Nous avons développé aujourd'hui dans les actions B2C que nous développons des fabrications à la demande sur plusieurs de nos marques, qui permet de créer un lien entre le savoir-faire et le consommateur final. Et ça, c'est quelque chose qui est quelque chose de très fort en ce moment,
puisque depuis 3 mois, c'est un gros boom d'activité chez nous, que ce soit sur la marque Maison Lénaire, que ce soit sur une marque que j'ai créée avec mes enfants qui s'appelle Moutmout, qui répond aussi à une problématique d'éco-responsabilité, puisqu'on est sur ces domaines-là à travailler sur des matières à base de laine. Moutmout est un projet autour de la veste Sherpa. Veste Sherpa qui est un produit iconique du marché aujourd'hui. 100%, pour pas dire 100%, mais 99% des produits qu'on trouve aujourd'hui sur le marché sont en polyester et fabriqués en Chine. Nous avons voulu prendre le contre-pied de ce courant-là en travaillant un produit à base de laine, matière naturelle, en hyper customisant le produit et en le déclinant sur 26 variations et en le proposant Made in France à la demande. Et depuis 2 mois, nous avons vendu 250 pièces à la demande, fabrication vraiment de A à Z. Donc avec une empreinte carbone proche de 0, et quelque part quand on parle de l'empreinte carbone, parce que c'est un sujet qu'on retrouve tout le temps sur les problématiques de est-ce que la mode est une industrie polluante, si on veut vraiment travailler sur l'empreinte carbone, il faut vraiment retravailler sur l'empreinte sociale. Ça rime ensemble. Réduire l'empreinte carbone, c'est augmenter l'empreinte sociale. Donc c'est rebâtir du savoir-faire ou de la valeur, ou recréer de la valeur ajoutée en France au travers de la fabrication. Alors nous accompagnons dans cette démarche-là et dans ces valeurs nouvelles des marques émergentes. Alors émergente, je ne vais pas parler de l'exception, ce n'est pas une marque émergente, mais c'est une marque avec qui on a développé des capsules autour du vêtement masculin et autour du manteau masculin. Je développe d'autres projets avec des jeunes influenceurs qui viennent nous voir, qui nous disent voilà, nous on a une idée, on veut développer du Made in France, est-ce que vous pouvez nous accompagner? Mais alors là, c'est véritablement notre fonds de commerce, c'est d'essayer de proposer à ces influenceurs soit un accompagnement en patronage modélisme, dans la mesure où ils n'ont pas toujours la compétence, et de leur apporter évidemment une expertise et une compétence industrielle pour fabriquer leurs capsules, parce que c'est généralement des capsules, souvent en série limitée. Et à ce titre-là, j'accompagne une petite marque, une petite start-up qui s'appelle Paris-Lille, avec laquelle on en est à la 5e capsule depuis 1 an. Une petite marque parisienne qui s'est développée récemment dans la période post-Covid sur de la robe de chambre d'intérieur qui s'appelle Maison Zita et qui cumule deux sujets. Un sujet qui est autour de l'upcycling, puisqu'on travaille avec des tissus upcyclés, soit des tissus upcyclés qui sont chez nous en stock, soit des tissus upcyclés qui sont fournis par la créatrice. Et on lui fabrique des peignoirs, enfin des robes de chambre, il ne faut pas dire peignoirs, en Made in France et en série limitée. Et ça, mis bout à bout, c'est très chronophage d'une certaine façon, mais on réinvente un modèle économique qui repose sur le Made in France. Parce que le Made in France ne sera jamais compétitif économiquement. Le coût de la minute de production est difficilement compétitif au niveau mondial, mais il l'est aussi au niveau européen. Et donc, quelque part, il faut trouver le sens à donner derrière le Made in France, l'agilité, la réactivité, la capacité à proposer à un créateur, que ce soit un jeune créateur ou une marque nationale, de peut-être, en travaillant avec plus de proximité, de réduire ses stocks et de travailler de façon plus agile. Nous avons accompagné cet hiver, comment dirais-je, la société Carole, qui est une grande enseigne nationale, sur une capsule, plus qu'une capsule, puisque c'était carrément un co-branding avec cette société, autour de 2000 manteaux qui ont été produits entre septembre et octobre. Et ça a été un joli buzz, un buzz en interne, parce qu'il faut savoir que derrière tout ça, quand on est 95 personnes, il y a de l'humain et les gens commencent à vraiment y croire au sujet. Ils ont passé des années à souffrir, à voir leur métier partir à volo. Aujourd'hui, ils sentent qu'il y a un vrai sujet, qu'il y a des vraies valeurs autour de ça. Donc, il y a une vraie solidarité qui a été amorcée avec le Covid, avec les masques, les blouses, etc. Mais aussi chez les clients qui sont aujourd'hui, et les consommateurs finaux, et les retours que j'ai de la société Carole sur l'impact que ça a pu avoir sur leurs clients a été extrêmement positif. Alors que Carole vend des manteaux à peu près 20 à 30% plus chers que sa gamme habituelle. Donc tout ça, mis bout à bout, me laisse à penser qu'il y a un bel espoir pour la profession. Je suis très heureux, malgré le fait qu'on ait beaucoup souffert de cette crise mondiale, d'avoir su maintenir les savoir-faire. Parce que sans les savoir-faire, on ne pourrait pas recapitaliser dessus. C'est ce que je dis souvent à mes financiers. On a subi la double peine parfois. On s'est fragilisé
parce qu'on a maintenu les savoir-faire. Et aujourd'hui, on a besoin que vous nous accompagniez sur la relance de nos économies. Et ce n'est pas toujours facile. Ce n'est pas toujours facile à démontrer. Et fort heureusement, l'État et les régions étaient présents dans cette période post-Covid, et pourvu que ça dure, parce que franchement, on fait tous des très beaux métiers dans ce domaine.